Bonjour José. Bonjour. Écoute, je suis ravie de te rencontrer, enfin de te re-rencontrer pour cette interview, puisque ce n'est pas la première fois que toi et moi on se voit. Oui. On se connaît quand même un petit peu. Je t'ai rencontré dans le cadre de ton activité professionnelle, quand tu as commencé, et j'ai vu ton évolution, et c'est la raison pour laquelle My Afro France a voulu t'interviewer pour présenter ton parcours à d'autres, parce que je trouve que ton parcours est vraiment très impressionnant, vraiment très intéressant. Et donc, si tu veux bien, on va pouvoir permettre à d'autres personnes de connaître également ton parcours. Bien évidemment, n'hésite pas à boire un coup, parce qu'il fait quand même relativement chaud, et à te sentir parfaitement à l'aise. Alors, donc, dans un premier temps, est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots, voilà, aux personnes qui ne te connaissent pas, ton nom, ton prénom, ta carte d'identité en light, et ton métier. Non, c'est vrai. Bon, très rapidement, de mon identité complète, c'est José Bignon Adon. C'est comme ça mes parents m'ont nommé. Je suis de mai 84, du Bénin, où j'ai grandi et fait la grande majeure partie de mes études. Je suis le gérant d'une petite entreprise de création graphique, d'impression numérique. Très bien, super. Et justement, c'est dans ce cadre-là qu'on s'est rencontrés, et je voulais que tu le présentes, que tu en parles dans un premier temps, avant de dresser un peu le contexte, donner le contexte en fait aux personnes qui ne te connaissent pas. Parce que c'est vrai que moi, quand je t'ai rencontré la première fois, en fait, tu étais employé. Oui. À Net Copy Center, c'est ça, hein, oui. Net Copy Center. Oui. Et au début, tu étais stagiaire quand je t'ai rencontré. Oui. Et aujourd'hui, tu es gérant de Net Copy Center. C'est comme ça, oui. Et donc, je trouve ça vraiment très intéressant. Donc, j'aimerais que tu nous décrives un petit peu ton parcours et ce qui a conduit à ce que tu passes de stagiaire employé à patron. Alors, mon parcours, c'est un parcours atypique. Oui. Juste pour résumer au niveau scolaire, je dirais que j'étais pas un très brillant étudiant. D'accord. J'ai eu pas mal d'échecs scolaires. Tu peux pas imaginer les gens. Je te jure, j'ai eu pas mal d'échecs scolaires. Ok. Bon, au primaire, ça va. Au primaire, j'ai franchi tout correctement. Ouais. Au secondaire, au lycée, par contre, au Bénin, j'étais au Bénin à ce moment-là. J'ai eu 3 échecs. De la 6e en seconde, j'ai redoublé 3 fois. C'était une période particulière. J'ai vécu des choses, des choses très complexes. Et ensuite, j'ai eu la chance parce que mon frère à l'époque, il a menacé de me déscolariser. Ah, ok. Faut savoir que on avait perdu nos parents. J'ai perdu mes parents, j'avais 12 ans. Désolée, ouais. Et c'est lui qui était à la charge de l'aîné de tous les, parce qu'on est une fratrie de 6. Ouais. Et on m'a donné cette chance-là, le pouvoir de rêver. Quand mes parents sont décédés, ils m'ont dit, bon, écoute, le petit raconte des difficultés, on va le laisser. C'est entre eux, ils parlent. Mais ici, là, j'entends, mais c'est les traditions, il y a des bases. Moi, je savais pas trop mon mot à dire, j'écoute, ici, ce qu'on va faire. Et il m'a dit, si tu redoubles encore une fois, je vais te déscolariser. Pour revenir à la question. Et ma sœur est venue à mon secours. Elle a dit, oh, Wilfried, on va essayer de trouver quelque chose. Et il y a une école d'art qui est née à l'époque. C'était la première promotion. Ils n'avaient aucune classe ouverte. D'accord. Et elle a dit, on va l'y inscrire. Et du coup, on a fait les démarches. Moi, je dessinais beaucoup à l'époque. On en parlera tout à l'heure. Et ils m'ont inscrit là. D'accord. Donc, ça a commencé de là. Mais j'avais déjà des bases de dessin, beaucoup de bases, beaucoup d'expériences passionnées d'art, on va dire, en art plastique. Et donc, de fil en aiguille, j'ai atterri en France. On va écouter le reste. J'ai atterri en France et j'ai fait mes études en communication industrie graphique. D'accord. C'était dans le 77 à Malraux. Et dans le 77 où? Dans le 77, à André Malraux. D'accord, très bien. Et là aussi, j'ai eu des échecs. Parce que quand moi, j'ai atterrissé, je suis venu dans le cadre des études. J'ai fait ma démarche, campus France et tout, je suis arrivé. Et l'intitulé de la formation dit communication et industrie graphique. Moi, j'ai fait du graphisme au Bénin durant 6 ans pour avoir mon bac. Et
Je viens, mais je vois que le truc, il est purement scientifique, quoi. Ah, ça ne correspond pas vraiment à... Je jure, j'ai fait la première année, ça passe. La deuxième année, j'ai eu 2 fois le BTS, ça ne passait pas. D'accord. Et j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Je suis revenu dans mon amour de jeunesse, des arts plastiques. Ouais. Et je me suis réinscrit. D'accord. À la Sorbonne, Paris 1. On m'a dit, tu n'as pas la possibilité de continuer de la deuxième ni de la troisième année. D'accord. Donc, je suis reparti en première année. Quand je viens d'avoir le bac, j'ai validé la licence d'abord. Ouais. Et c'est dans ce cadre qu'on s'est rencontrés. J'ai finissé la licence. D'accord, tu finissais ta licence. Et là, quand j'ai finissé la licence, j'ai commencé j'avais fait un petit stage. D'accord. Et je finissais le stage quand j'ai atterri chez lui. D'accord. Et j'ai fait mon job d'étudiant pendant que je faisais mon master là. Ok. Et après, je suis passé à salarié. D'accord. Et t'es resté combien de temps salarié avant de reprendre la boîte Alors, de mars 2015 à novembre 2020. D'accord, 5 ans en tant que salarié. 5 ans, ouais. Ok. C'est vrai que c'est très rapide comme ascension, oui, relativement. Si on veut. Moi, j'ai trouvé ça long à l'époque. Mais ça, c'est un peu le problème de tous les passionnés. Après, quand on en parle là ou quand j'en parle avec mon frère, je regarde, je dis, ça a été quand même rapide, en fait. Quand tu fais la rétrospective, tu vois comment c'est très rapide. C'est vraiment très rapide. Ok. Voilà. Mais du coup, qu'est-ce qui a été le déclic pour toi, en fait, de te lancer dans l'entrepreneuriat? Est-ce que c'est pendant ces 5 ans en tant que salarié, t'avais déjà cette idée-là en tête, ou est-ce que c'est arrivé au cours du parcours? J'avais cette idée en tête, mais au moment où j'ai commencé là, honnêtement, c'était pas programmé que c'est celle-là que j'allais prendre ou si c'est maintenant. En fait. D'accord. Il faut savoir que c'est un ensemble de choses, en fait, ce déclic. Ce n'est pas un seul élément dit, bon, là, c'est vrai que lui partait à la retraite. Oui. Et il m'avait proposé déjà, avant de partir à la retraite, Monsieur Pascal, qui était de reprendre. Oui. Mais ce n'est pas ça qui a fait le déclic. Le déclic est venu bien avant. Je t'ai dit, quand je finis chez lui, parce que je sais qu'il était proche de la retraite, et je lui ai dit, écoute, quand tu partiras, parce qu'on discute vraiment, on était très très proches, et dans une de nos conversations, je lui disais que moi, quand je partirai d'ici, je me mettrai à mon compte. C'était prévu comme ça. D'accord. C'était prévu comme ça. Mais la décision de devenir entrepreneur vient d'un ensemble de trucs que j'ai vécu. D'accord. Alors, le déclic majeur, Le déclic majeur, c'est ça. C'est... Est-ce que c'est personnel? Non, pas du tout. Ça me fait rigoler dans le sens que je vais dire, en fait, 3 injustices. D'accord. Envie de sortir de la galère. D'accord. Et comment dire, la chance, vraiment de la chance de rencontrer des personnes. De rencontrer des personnes qui du coup te donnent envie. Exceptionnelles. À des moments clés. Où tu crois que tout est fini. Tu n'as pas le sol, en fait. Et ils ramènent le sol à ton pied, ils te disent, bon, allez, mets ton pied. Okay. Voilà, et vas-y, on est là. Okay, voilà, c'est un peu ça. Ok, je vois. Donc en fait, c'est vraiment des personnes exceptionnelles qui t'ont permis du coup de te lancer, de te dire allez, j'y vais. Je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève, quoi. Nulle part, en fait. D'accord. Waouh, c'est extraordinaire. Et donc du coup, comment dire? Donc là, concrètement, en tant que patron, est-ce que tu peux dire que dans ta formation, c'est-à-dire que tu avais bénéficié de compétences pour te permettre d'être patron, ou vraiment, c'est-à-dire que tu as appris à être patron un peu dans le tard, quoi? Vraiment, c'est la deuxième option. Ok. C'est sur le tard comme ça. Ouais. Et en le regardant faire un peu, j'ai appris des choses. Ouais. Mais quand j'ai repris, j'ai tout appris. La panique à bord. La panique à bord. Bah, écoute, c'est très intéressant parce que du coup, là, je te trouve quand même très serein en tant que patron. On a parlé un petit peu avant d'arriver. Tu m'as dit que tu avais formé quand même pas mal de jeunes. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai trouvé super en fait chez toi, c'est que déjà, premièrement, tu as commencé en tant que stagiaire, tu as été employé. Maintenant, tu as arraché la boîte, tu es ton propre patron. Et d'ailleurs, j'aimerais te poser une question par rapport à ça. Est-ce que ça a été compliqué de racheter la boîte ou est-ce qu'il t'a aidé un petit peu ou t'as dû, je veux dire, est-ce que t'as dû sortir par exemple, le financer un peu toi-même, est-ce que t'as été aidé, tu vois, ou
Ça a été compliqué. Ok. Et je n'aurais pas pu le faire sans lui parce que il m'a beaucoup aidé. Très bien. Il m'a beaucoup aidé. En fait, il me revend sa boîte. Je peux dire comme ça. Il me revend sa boîte. Mais en quelque sorte, je l'ai pas acheté seul. Je l'ai fait avec mon frère. D'accord. Mais on a dû investir une partie, juste pour lui permettre, lui, de partir en retraite. De partir correctement, oui. Mais derrière, j'ai dû le rembourser. Ouais. C'est-à-dire, j'ai pas pris de prêt à la banque. D'accord, je vois. Parce que à la banque, c'était impossible. C'était pas possible, oui. C'était pas possible. J'ai fait des tonnes de tours de banque, business plan, tout ce qu'il faut. Mais, tout ce qu'il faut, oui. Mais c'était compliqué quand même. C'était compliqué. Ouais. Je suis allé, il y a un truc là pour les entreprises. Les business angels? Non, c'est maison de l'artisanat, de PME, machin, comme ça ici. Je suis allé, ils m'ont aidé, j'ai fait une formation avec eux pour voir un peu comment préparer le truc. Mais malgré ça passait pas. Ça passait pas, d'accord. Et d'après toi, qu'est-ce qui faisait que ça passait pas par rapport aux banques? Alors, c'est vrai que la boîte était déficitaire. Ah, très bien, donc, je vois. Et avec le business plan, ils se disent, mais avec ton business plan, comment tu vas réussir à remonter à remonter, bien sûr. Moi, je voyais le potentiel de l'endroit, mais ils ne le voyaient pas. Tu sais, c'est toujours ça. Tu ne sais pas si, on a essayé même, entre-temps, pour effacer le facteur racialité du départ. Ah oui, c'est parce que je suis jeune noir. Ouais. Ils veulent pas me oui, potentiellement, ça, oui. C'est une question qu'on peut se poser. Et j'ai utilisé avec mon ex-copine. Elle voulait s'associer avec moi à l'époque. D'accord. Donc, on l'a mis devant, on va faire le prêt, on va faire ton nom et tout ça. Mais c'est pas passé. C'est pas passé non plus. Et du coup, sans indiscrétion, ton ex-copine n'était pas afro, tu supposes? Non, elle n'était pas afro. D'accord. Ok. Très bien. Donc, justement, tu introduis très bien les futures questions, parce que tu parles donc de tes origines, etc. Et donc justement, enfin, tes origines béninoises. Est-ce que tu peux dire qu'elles ont influencé positivement justement le chef d'entreprise que tu es, ou est-ce que justement t'as rencontré plus de défis qui vont au-delà du simple fait d'être chef d'entreprise, mais en plus d'être un jeune chef d'entreprise noir? Alors, honnêtement, c'est absolument ça. Ah, okay. En fait, mes origines en sont beaucoup. Par rapport au parcours que je te raconte, là, que je t'ai raconté précédemment, en fait, les valeurs qu'on t'a transmises, l'éducation que j'ai reçue, le parcours, mon vécu et les échecs. C'est tout un ensemble de choses qui font la boîte, au fait. On va dire ça, si tu veux. C'est l'humain. C'est nous, on met l'humain au centre, vraiment, de ce qu'on fait ici. Et mes salariés, mes jeunes alternants que j'ai, sont choisis en fonction de ça. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois humain. Et cette valeur-là, c'est des valeurs que j'ai eues de mes parents, bien sûr. Et voilà, qui m'ont appris ça, de respecter les aînés, d'apprendre, de travailler. De travailler dur. Bien évidemment, travailler dur. Pour l'anecdote, je suis né en 1er mai. On fait du travail. Et mon père se le dit tout le temps, mais je connais que ça. D'accord, ok. T'as un boulimique de travail. Voilà, un peu comme moi. Ça. Ok. On était destinés à se rencontrer au final. Voilà. Et donc, du coup, est-ce que tu dirais aujourd'hui que justement cette double identité un peu française et béninoise est un atout et un plus aujourd'hui pour toi dans ta boîte? Parce que avant que tu répondes, moi je te dis clairement, j'étais impressionnée par toi parce que quand tu es revenu, que j'ai vu ton évolution et que tu étais ton propre patron, en fait tu avais embauché des amis à toi avec qui tu étais à l'école, originaire du Bénin. J'ai vu des petits jeunes, donc alternant également, un peu comme toi tu avais commencé, et j'ai trouvé ça hyper impressionnant. Je me suis dit, c'est pas forcément tous les entrepreneurs qui connaissent des galères, et je sais de quoi je parle parce que, en tout cas, toutes les personnes qui connaissent des galères et qui ont vraiment cet état d'esprit-là, tu vois. Donc, est-ce que pour toi, c'est vraiment ce double côté-là, c'est-à-dire que tes valeurs familiales béninoises et en même temps les galères que tu as connues, notamment ici, dans ton parcours? Oui, absolument. C'est ça qui a formaté tout, en fait. D'accord. C'est ça qui a formaté tout. En fait, les deux font de moi quelqu'un je vais dire,
mes alternants de cette année me disent, je dis, c'est tout faire. C'est tout faire. J'ai une cliente qui était là, pas plus tard qu'hier, qui lui est rentrée, il dit, mais c'est qui le patron? Il a dit, c'est moi. Il dit, ah, mais vous êtes trop jeune pour cette responsabilité, d'avoir une responsabilité aussi grande. Et on était en train de parler de faire les courses parce qu'il n'y avait pas de l'eau dans le frigo pour les alternants. J'ai dit, bon, il faut que vous allez faire les courses pour mettre de l'eau parce que si vous avez soif, parce qu'ils aiment les bouteilles d'eau. Elle dit, en plus, vous faites les courses, donc je peux vous donner ma liste pour faire les courses. Ça nous a fait un peu marrer. Mais en fait, c'est l'ensemble des choses. Pour être sincère, c'est l'ensemble des choses. C'est-à-dire que ce que j'ai appris ici sur le tard, mes valeurs qu'on m'a inculquées, ce que j'ai appris à l'école. Et les clients m'apprennent énormément. J'ai eu beaucoup de chance de rencontrer des personnes qui sont âgées, qui ont quand même des valeurs, que ce soit des Français, que ce soit des expatriés, qui tu donnes des leçons de vie. Ces leçons de vie, même si le travail, des fois, ça peut sembler redondant et difficile, ça nous nourrit. C'est ça qui nous nourrit, en fait. Ça nous donne envie d'avancer, de continuer. C'est nourrit cette bienveillance qu'on a souvent envers les gens. Et c'est vraiment la clé de la boîte. Quand tu rentres, comme tu le dis, tu as trouvé une ambiance. Ah, mais oui, un environnement super. C'est ça. Donc, en tout cas, toi, tu es le genre d'entrepreneur dont ce n'est pas le slogan marketing, l'humain au centre de l'entreprise. Pour toi, c'est vraiment une valeur, l'humain au centre de l'entreprise. Et je l'ai constaté. C'est important. Donc, c'est vraiment génial. Je te donne un exemple. Supposons que tu travaillais pour moi et que aujourd'hui, tu avais un tournage qu'on est en train de faire aujourd'hui. Et que tu as, je sais pas, tu as 5 jours à travailler dans la semaine ou 4 jours. C'est le fait qu'on soit en équipe restreinte, on s'arrange toujours sur le nombre d'heures à travailler. D'accord. À partir du moment où l'équilibre est fait, on a besoin, pour que ça tourne, d'un graphiste qui maîtrise tous les éléments techniques, d'un élément qui accueille. D'accord. Et ça suffit. D'accord. Minimum, vraiment le minimum. C'est 2 personnes. Minimum. Et un minimum à 2, c'est vrai que ça va être chaud. Mais c'est gérable. Mais c'est gérable. D'accord. À partir de là, on trouve un équilibre. Il peut t'arriver que tu fasses 2 jours dans la semaine et la semaine prochaine, tu es disponible, tu feras 5. Parce que tu fais peut-être 4 jours. En fait, c'est cet équilibre. En fait, c'est très flexible. C'est très flexible. C'est très flexible. Et ça les aide beaucoup à donner le maximum. Le maximum d'eux-mêmes et de se sentir bien. Mais c'est hyper intelligent, José, c'est fou, quoi. En fait, tu sais, ce qui est dingue, en fait, je trouve, et hyper intéressant avec toi, c'est que j'ai l'impression que, en fait, t'as à la fois, donc, la dimension d'entrepreneur, c'est-à-dire que, de ce que tu as pu peut-être recevoir, voir, expérimenter, mais j'ai même l'impression que t'es vraiment en avance, parce que, si tu veux, cette flexibilité du travail, ce sont des choses qui sont nouvelles, dont on parle uniquement maintenant, en fait. C'est-à-dire que, c'est vrai qu'aux États-Unis, aux States, tu vois, ils sont déjà plus ou moins dans ces réflexions-là et ont mis ça en place, notamment dans des boîtes un peu comme, tu sais, les startups, et des entreprises un peu genre Google, GAFAM, où on essaie vraiment de faire en sorte que la valeur travail soit pas forcément liée au temps que tu passes dans l'entreprise, même si je te cache pas que le négatif, c'est qu'ils font tout pour te garder dans l'entreprise, contrairement à toi, mais je trouve ça hyper intéressant du coup. Et je me dis, du coup, cette idée-là, comme ça, de la flexibilité au travail, elle t'est venue comme ça, ou est-ce que tu t'es dit, c'est ce que je veux pour fidéliser mes jeunes, ou est-ce que tu vois, c'est profondément ancré en toi? Comme tu l'as dit tout à l'heure, en fait, j'ai commencé à travailler avec des gens que je connaissais. D'accord. Depuis 20 ans. Et le fait qu'on se connaisse, c'est vrai qu'on essayait de s'arranger. Je vois. Et c'est venu comme ça, tout bêtement. Et ça a mis un certain équilibre au départ. C'est vrai qu'il y avait des déséquilibres, mais on a réussi quand même à trouver que ça crée pas de frustration. D'accord. Et c'est tout naturellement venu comme ça. D'accord. Ça crée pas de frustration. C'est top. Et donc, du coup, j'ai une question, c'est très bien parce que justement, tu parles de déséquilibre, de difficultés. Quel a été pour toi ton plus grand défi en tant qu'entrepreneur? Il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. Mais vraiment, le défi majeur, Le plus grand défi, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, la boîte était oui, tu m'as dit la formation et le fait de garder ensuite ce que tu formes. La formation et de garder les gens. Et la boîte était quand même un peu en difficile, donc il fallait la remonter. Rembourser le crédit. Et j'ai dormi 3 ans dans l'entreprise. C'est vrai. J'ai fait un petit studio dans un coin. J'allais à la salle de sport me laver. Je faisais boulot,
dodo, boulot. Ok, dodo, je vois. Boulot. Ouais, donc tu t'es vraiment hyper investi. Je me suis concentré que sur ça. Ouais, ok. Pas de femme, pas d'enfant, rien d'autre. Aucune distraction. C'était que l'entreprise. C'était que l'entreprise. Et donc, du coup, aujourd'hui, ça emmène ma prochaine question. Donc, ces défis-là, tu les as surmontés et tu les as réussis. Oui. Aujourd'hui, ta boîte n'est plus déficitaire. Hein. Aujourd'hui, la boîte, elle est déficitaire, on va dire, si tu veux, mais on a remonté, c'est une remontée progressive. Chaque année. On n'est pas tombé en faillite. C'était le plus grand défi de ne pas tomber en faillite. Ouais, c'est très bien. Parce que je l'ai pris, c'était comme ça. Il fallait pas que ça soit en faillite. Bien sûr. C'était ça. Et du coup, là, ça fait combien d'années que tu es à la tête de l'entreprise? Alors, novembre 2020, maintenant, bientôt 5 ans. D'accord, bientôt 5 ans. C'est génial. C'est génial parce que normalement, on dit qu'en général, quand on est chef d'entreprise, les 3 premières années sont spéciales. Exactement, on se comprend. Bah oui, on se comprend. C'est ça, exactement. Ça, exactement. En fait, quand on le dit comme ça semble comme un proverbe. Oui, mais non. Mais je l'ai vécu. Ouais. Un an et demi sans salaire, tu vois. Bien sûr. Tu privilégies les salariés, tu privilégies les charges, tu privilégies la veille technologie, il fallait changer les machines, rénover, montrer que c'est un truc accueillant et tout ça. Ouais. Et voilà. C'est comme ça. Tu fais comme ça. Sinon, en fait, c'était ça. Il fallait investir. Ouais. Alors qu'on était en bas. Ouais. Et pour ça, il fallait que je me prive. Que tu te prives toi-même, bien sûr. Et que tu penses d'abord à la viabilité de l'entreprise. Voilà, ça. Non, mais ça me parle tellement parce qu'en fait, déjà, moi, c'est vrai que tu le sais pas vraiment parce qu'on n'a pas vraiment parlé de mon parcours, mais moi, j'ai une formation d'entrepreneur avec une spécialisation en e-commerce. Donc, depuis l'âge de 22 ans, je veux entreprendre. Et j'ai créé ma première boîte à mes 28 ans et je l'ai plantée au bout d'un an. Donc, voilà. Donc, c'est pour dire que vraiment, les 3 ans, ça peut même être plus short que ça, 1 an. Oui. Si tu rencontres des problématiques comme nous, on a rencontré, qui sont liés à l'administratif, des frais qui n'étaient pas prévus. Et donc, du coup, il y a eu des frais, en fait, on a plus sorti qu'il y a eu de rentrée. Et finalement, au bout d'1 an, on était sous l'eau, c'était plus possible. Voilà. Donc franchement, félicitations. Merci. Parce que ce que tu as fait n'est pas facile à faire et je trouve ça encore plus impressionnant. Du coup, on arrive vraiment très à, on va dire, à un peu la fin de notre interview. Quels sont les services de ton entreprise aujourd'hui pour présenter un peu aux gens et donner aux gens envie de venir chez toi? Tu peux donner ton adresse également, bien évidemment. Bon, on est au 115 boulevard Jourdain, Paris 14. Les services qu'on propose, on va faire de l'impression numérique. D'abord, de la création graphique qui est important, parce que sans création, tu n'imprimes rien. Bien sûr. On fait la création et ça va être des cartes de visite, des carteries comme les cloches de mariage, des entrepreneurs qui veulent faire connaître leur boîte. On leur crée une charte graphique complète. Si tu démarres et que tu as envie d'avoir une charte graphique, tu n'as pas de logo ou autre chose, on s'en occupera pour toi. D'accord. On va faire des impressions grand format, des impressions sur des goodies et surtout, on fait de la personnalisation. D'accord, c'est génial. C'est génial. Oui, j'ai vu ça sur toi-même, tes propres cartes de visite qui sont très actuelles parce que j'ai vu un QR code, c'est pas forcément le cas sur toutes les cartes de visite, tu vois. Le QR code, je pense que quand tu le flashes, il t'amène directement sur notre site internet, voilà, sur ton site, etc. Et sur notre page Insta. Ok, donc non, franchement, c'est super. Et du coup, est-ce que tu peux nous donner ta page Insta justement? Alors, la page Insta, c'est Oran 100. C'est écrit O-R-A-N. -N 100 voilà. Ok, très bien, très bien. CNE, c'est ça? Oui. 100 comme 100 comme d'accord. Ok. Mais pourquoi ce nom alors que justement, ton entreprise s'appelle Copynet Center? En fait, la société en elle-même déclarée au niveau du tribunal de commerce, c'est SRL Oran. D'accord. Et c'était comme ça. Quand je l'ai repris, on m'a demandé si tu veux changer. J'ai dit non, je garde comme ça. Ouais, d'accord, je vois. Pour la clientèle qui était peut-être habituée aussi. Ouais, c'était ça. Et j'ai gardé, et lui, il avait mis Net Copy Center pour son truc. J'ai dit, je garde comme ça. Mais parce que je voulais pas changer tout, leur habitude, parce que les gens, ils viennent, ils ont notre mail, ils viennent, ils envoient avant, ils viennent chercher directement leur commande. Oui, je vois. Non, c'était une très bonne idée. Vraiment, il me reste très peu de questions à te poser. Qu'est-ce que ça peut être une journée type pour toi, par exemple, en tant qu'entrepreneur? La journée type, j'ai envie de dire, c'est vrai, sur mon bureau, j'ai une checklist de ce que j'ai à faire dans la journée, dans la semaine et dans le mois. D'accord. Il y a des charges, des trucs que je dois faire, même si l'administratif est géré par une agence. Mais il y a une liste de ce que je dois faire avant qu'ils prennent le relais. Mais souvent,
La journée type d'un entrepreneur comme le mien, c'est comme un capitaine qui arrive à bord de son navire sans avoir regardé la météo. Et il dit, allez, on embarque. Et après, il y a des ouragans, tu t'adaptes tout le temps, il faut être prêt à réagir. Il faut être touche à tout. Ok, je vois. Ok. Et donc, mais est-ce que tu as quand même des choses qui reviennent, par exemple, que tu fais tout au long de la journée, comme par exemple un point avec ton équipe pour savoir un peu comment ça va se passer, ensuite répartition des tâches, et ensuite, enfin voilà, peut-être des tâches qui reviennent peut-être par semaine, tu vois, des demandes clients, ce genre de choses. Il y a des choses qui sont récurrentes. Que j'ai délégué, j'ai appris à déléguer cette année particulièrement. Tu m'as dit ça. Cette année. Et je délègue un peu plus maintenant pour me concentrer plus au développement de la boîte. Je vois. En espérant que d'ici l'année prochaine, on puisse avoir une autre succursale. C'était à l'idée. Génial! Wow! I mean, amazing! Donc, c'est un peu ça l'idée. Donc, je me consacre beaucoup plus à ça, à la recherche, comment on va approcher les choses. Franchement, voilà, je vois. C'est un peu l'idée. Je délègue beaucoup. Et il faut savoir que quand on parle de gestion d'entreprise, honnêtement, j'y arriverai pas moi tout seul. Tout seul, c'est vraiment une équipe. C'est un travail d'équipe. Mais bien sûr, bien sûr. Tout le monde sait. Et je ne le cache pas vraiment. Ils ont les chiffres, ils savent comment ça fonctionne. Très bien ça. Ils savent vraiment. Tu les as inclus vraiment dans la gestion même. Voilà, ils savent dire ce mois c'est chaud. Comment tu vas faire? Est-ce qu'on peut pas décaler? Est-ce qu'on peut pas chercher comme ça? On va faire quelques pauses pour faire venir les gens. L'initiative vient. C'est un peu ça. Ah, c'est génial. Franchement, c'est génial. Et du coup, cette succursale, tu veux l'ouvrir où? Toujours sauf si c'est un secret. Non, toujours à Paris. Ah, ok. Toujours dans Paris, je suis en train de chercher le local. J'ai quelques pistes. Bon, nous dis pas tout parce que on va se faire un bis on va se faire une interview bis pour ça parce que franchement, je trouve ça dingue. Ok, c'est génial. Franchement, c'est vraiment génial. Félicitations. Merci. Mes dernières petites questions, elles vont être vraiment liées au fait, justement, quel conseil tu donnerais à un jeune qui veut entreprendre comme toi? Un jeune qui veut entreprendre, s'il a vraiment la possibilité de reprendre une boîte d'existence, déjà la première chose, partir là-dessus. C'est mieux. C'est mieux. Partir de zéro, c'est très compliqué. J'ai entendu un entrepreneur le dire également, un entrepreneur assez installé le dire également. Et c'est vrai que je me posais la question parce que moi, je suis partie de zéro, tu vois. Et c'est vrai que c'était très frustrant pour moi, mon premier échec entrepreneurial, parce qu'en fait, si tu veux, à la base, j'étais responsable d'un service e-commerce que j'ai repris, qui était dans un sale état. Et je l'ai ramené au bout de quelques mois, c'est-à-dire qu'à un très bon état de fonctionnement, j'ai réussi à fluidifier l'activité avec les différents services de l'équipe. Et là, tout d'un coup, je me retrouve à gérer ma propre boîte et je me plante, tu vois. Et donc, du coup, c'est vrai que c'était compliqué parce que j'arrivais pas à comprendre. Je me dis, mais comment j'ai pu gérer une petite structure qui était déjà en place, qui était dans un état catastrophique. J'en ai fait limite un oasis, tu vois, de bien-être, à la fois en termes de chiffres, mais également humain. Et là, tout d'un coup, je me retrouve à gérer ma propre boîte et je me plante. Et pour moi, clairement, ce que tu me dis là répond un peu à ça. C'est-à-dire que les problématiques qui sont liées à la création de boîtes nouvelles et existantes sont pas les mêmes que celles liées à la reprise. Parce que une boîte existante, tu as une base. Il y a des clients qui sont déjà là. Oui, c'est vrai. Même si tu vas réorienter un peu l'activité, si tu veux, tu as déjà des clients qui sont là. Et pendant cette phase de réorientation, il faut surtout, deuxième conseil, il faut surtout pas aller trop vite. D'accord, je vois. Faut pas aller vite. Il faut prendre ton temps. Il faut apprendre en tant que, si c'est une PME, en tout cas, ce qui est une PME, tu sais que tu dois tout faire toi-même. Oui, ça c'est sûr, tu seras au four au moulin. Et en ce moment-là, il y a des choses que tu auras envie de déléguer ou tu auras envie de demander à un prestataire d'intervenir. Il faut te freiner. Essaye de ne pas y aller trop vite. Fais-le à ta manière. Essaie de voir quel est l'élément principal qui fait tourner la boîte. Et ça, et le reste, et tu te concentres dessus. Le reste, c'est système D, c'est de faire petit à petit. Et quand tu ne peux pas honorer un contrat qui te dépasse, dis-le, je ne peux pas. Ou tu le prends, tu sous-traites. Ok, je vois. Voilà. Ok, super. Est-ce que ça te permet de garder au moins un grand client? C'est hyper pratique, quoi, ce que tu me dis là. Franchement, je pense que ça va aider beaucoup de personnes. Et donc, mes deux dernières questions. La première, est-ce que tu as un modèle en tant qu'entrepreneur?
quelqu'un qui t'inspire, voilà, ou enfin, tu vois, un homme ou une femme, hein, oui. Tu vois, qui vraiment te booste et tu te dis, c'est là où je veux aller. Lui me donne l'exemple de ce que je veux viser. Waouh. Honnêtement, j'ai piqué un peu à gauche, à droite. Je n'ai pas de... Mais t'en as peut-être éventuellement un majeur qui te... Majeur. Ou une... Que je suis. Je sais pas si c'est un entrepreneur, je dirais. Ok. Ça sonne un peu cliché, hein. Mais c'est tout récent que j'ai trouvé quand même. Il ressemble un peu plus à ce que... Ce que tu voudrais. Ouais. C'est qui? Bah dis-le, non mais attends. Ça, c'est le président de mon pays. D'accord. Tout bêtement. Okay. J'ai regardé un peu son parcours. J'ai suivi un peu comment il a fait. On n'a pas les mêmes potentiels, on n'a pas fait les mêmes chemins. Mais il s'est battu. J'ai vu qu'il s'est battu. Et il a eu des opportunités. Comme on dit, la bonne personne au bon moment, les bonnes fréquentations. Chacun a sa chance. Mais je pense que je l'apprécie bien. Je trouve que le chemin qu'il a parcouru, je regarde, j'observe. Tu te rêves président ou pas? Non, absolument pas. Non. Et donc du coup, bah en fait, c'est génial. Je trouve que là, t'es très ambitieux parce que déjà tu parles de succursale. Est-ce qu'il y a une autre ambition cachée que tu veux nous révéler ou on en reste là et on se rappelle pour une deuxième interview? Je rêve. J'ai toujours rêvé. Comme je l'ai dit, l'ambition d'entrepreneuriat depuis bien longtemps, par rapport à des choses qu'on a vécues. J'ai dit parce que je parle en famille. À cause de ces événements, j'ai voulu toujours d'une dynastie familiale. Wow. Et ce qui s'y prête. Amine! Oh my God! Pépite! Alors, donne-nous le nom de ta famille, la dynastie, comment? Adou. Comment? Adou. Adou, dis-moi, comment on parle dynastie? Je pense qu'il y a des femmes qui m'ont regardé. Est-ce que toi et ton frère, vous êtes célibataires? Waouh. Oui. Oui, t'as un cœur à prendre. Potentiellement. Ton frère n'est pas célib, il est marié? Non, il est marié. Depuis combien de temps? Mon frère, il est marié depuis une vingtaine d'années. Ah, c'est très bien. Donc, dans la famille, vous êtes quand même très famille stable, fidèle. Justement, c'est le seul héritage qu'on nous a laissé, c'était ça. C'était ça. Je pense qu'il y a beaucoup de nanas qui vont nous écrire des messages en commentaire. Ok, bon, donc dynastie Odou, là. Ok. Et juste comme ça, c'est quoi ton style de nana? Comme ça, que les nanas qui veulent écrire sachent que... Si je peux te présenter quelqu'un en même temps, et tu cherches quel type de femme? Non, je ne vais pas dire que je cherche une femme actuellement. Ok. Et tu te concentres sur je me concentre sur les choses qui arrivent. Oh, d'accord. Okay. Et on va ça pour l'entretien. On revoit ça en fait pour la prochaine phase. Ok. Est-ce qu'il y a un message que tu veux faire passer aujourd'hui à la communauté afro de France? Je te dis ça beaucoup par rapport aux questions, tu vois, liées à l'immigration. On nous présente souvent, tu sais, l'immigration comme quelque chose de négatif, en disant que voilà, que en gros, plus ou moins les Noirs, enfin très souvent on nous présente des reportages qui montrent un certain visage qui, à mon sens, n'est pas du tout conforme à la vérité, à la réalité. Et c'est pour ça justement qu'on a initié My Afro France. Et donc du coup, est-ce que tu as un message adressé à la communauté afro? Ouais, moi et à la France, peut-être aussi. Un message à la France. Je ne suis pas un moralisateur. Je dirais plutôt que, contrairement à ce qu'on a envie de penser, de croire, la planète entière est un métissage, déjà. Oui. La planète entière est un métissage. Pour moi, c'est ça. Qu'on essaie de différencier les gens par la peau, ou leur origine, ou leur religion, parce que la France parle de laïcité, ou tout ces trucs-là. Honnêtement, moi, ça n'a pas de sens. D'accord. Je dirais à la communauté afro-africaine, afro-française, je sais pas le terme. Oui, bien sûr, afro-française. D'être patient. De ne pas se décourager. Je pense que les choses se résolvent tout seules d'elles-mêmes. Ceux qui pensent que c'est forcément les Africains qui viennent soit profiter de la richesse de la France, forcément dans un seul sens, dans un seul sens, je les plains pas. C'est, pour moi, ils n'ont pas eu la possibilité juste de voir ailleurs.
D'accord, Pour moi, c'est ça. Okay. Je pense que il faut qu'ils aient la possibilité d'aller voir ailleurs. Quand tu prends quelqu'un qui n'a jamais quitté, je donne l'exemple du 77 où j'ai vécu un peu, qui n'a jamais quitté 77 pour Paris. La première fois qu'il vient à Paris, waouh! Oui, je vois. Est-ce que dire, il faut se donner la possibilité de rencontrer, d'accepter la différence de l'autre, d'échanger, de voir autre chose, d'être ouvert d'esprit. Je prends mon exemple. Moi, si je ne suis jamais venu, si je suis pas venu en France, il y a des choses que j'ai vues en France qui, moi, quand je rentre au Bénin, je dis, mais ce que tu fais là, tu sais que tu es en train de te niquer la santé. Tu peux faire comme ça. La solution à côté. Parce qu'il n'a pas eu l'occasion de voir autre chose que ce qu'on lui a montré. Sorti de son environnement. Bien sûr. Entre guillemets, toutes mes excuses pour le mot, de mouton, te permet de voir, mais finalement, je peux me considérer comme un cheval. Oui, je vois. Ce que je vais dire. Non, mais c'est un très bon mot de fin, en tout cas. Écoute, franchement, José, ça a été un plaisir de t'interviewer, vraiment, parce que je te trouve intéressant en tant qu'entrepreneur, mais également humain. Et c'est rare, parfois, d'avoir les deux. Donc écoute, je te souhaite vraiment du succès. Merci. À la fois donc pour le Net Copy Center existant, mais également pour la succursale et pour ta dynastie familiale. Merci. On va se rappeler, je pense qu'on va faire un deuxième interview. Je l'espère au champagne pour fêter donc la succursale, le fonctionnement, la réussite, etc. Et puis je pense qu'on se rappellera pour une troisième dans 5 ou 10 ans pour la dynastie familiale, forcément. On a commencé ensemble, on finit ensemble. Voilà, puisque ce projet-là est naissant aussi également et je voulais vraiment le commencer avec toi. On voulait le commencer avec toi. Et donc, donc du coup, on se redonnera rendez-vous pour la suite de ce projet-là aussi. Donc, on l'espère, sera une réussite. Et voilà. Merci beaucoup pour l'interview et de m'avoir choisi. Et je veux dire à la communauté My Afro France de ne pas se décourager, de te suivre, que tu es une personne, très belle personne. Merci. Ça fait longtemps qu'on échange. Toi et moi, souvent tu passes au centre et on se voit. Et on a initié cet entretien depuis un moment et on n'a pas eu l'occasion de le faire parce qu'on n'a pas le temps. On n'a même pas le temps pour nous-mêmes. C'est ça. Et aujourd'hui, on s'est fait violence. On a dit, il fallait qu'on partage avec vous ce qu'on a vécu, ce que vous pouvez faire. Exactement. Et dites-vous que vous êtes des chevaux de pur sang. Si vous pensez que vous êtes des moutons, foncez, ça va marcher. Merci beaucoup, José. Écoute, à très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup. Je t'en prie.